Oh, je savais pas que mon grand-père était ministre en 42. Hey, salut vous! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour parler d'un pays fantastique et merveilleux. Je suppose. J'y connais rien. Aujourd'hui, on va parler de l'Argentine, un pays que vous connaissez sûrement, mais... Enfin, j'espère que vous le connaissez parce que c'est... Sinon c'est chaud, quoi. L'Argentine, 8e plus grand pays du monde, est un pays d'Amérique du Sud. On y parle l'espagnol et sa capitale est Buenos Aires. Ou Buenos Aires, ça dépend si vous voulez être relou ou pas. Il s'agit d'une république présidentielle fédérale dont la culture partage beaucoup avec celle de l'Uruguay. Sauf qu'aujourd'hui c'est l'Argentine, parce que si j'avais fait une vidéo sur l'Uruguay, vous n'aurez pas cliqué. Je vous connais bien. Le drapeau du pays est composé de deux bandes horizontales bleues en haut et en bas, avec une bande blanche au milieu et un petit soleil avec un visage au centre. Pas n'importe quel soleil, ceci dit, hein, genre celui-là, bah ça marche pas. Non, lui c'est le Sol des Maillots, un soleil représentant le dieu Inca Inti, lui et son visage très badant. Le symbole de ce drapeau, comme le dit si bien Wikipédia, c'est bleu en haut et en bas, blanc au milieu et jaune pour le soleil. C'est clair ou bien? Fut un temps, l'Argentine était habitée par les Comechingones, les Minuanos ou encore les Huarpes. Des peuples marqués par la culture Inca et son empire, mais tout ça, c'était avant. À cause de cette maladie mortelle, de ce fléau indescriptible qui envenime les animaux, les plantes, qui enlève la joie dans le cœur des enfants, qui même prend le dernier café sans même le dire. Ce fléau horrible pour, je sais pas, toute l'humanité presque. Mais que nous autres nous appelons les Espagnols. Juan Díaz de Solís, un personnage qui n'apparaît pas dans la mystérieuse Cité d'Or, se rend en Argentine et découvre le paysage et l'estuaire qui prit le nom de Rio de la Plata. Devant la découverte de ce territoire, le royaume d'Espagne se dit que c'est trop bien et que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait chier un peuple qui avait rien demandé. C'est pour ça qu'il décide d'envoyer des missionnaires là-bas et l'aventure coloniale commencera à un endroit que les colons ont appelé Buenos Aires. Ou Buenos Aires, hein, ça dépend si vous voulez être sympa avec moi. La ville est fondée en 1536, puis abandonnée, puis relancée, et d'autres villes sont créées comme Mendoza par exemple, qui lui apparaît bien dans les Mystérieuses Cités d'Or. Souvenez-vous de ce personnage, fils caché de Severus Rogue et François Cluzet. Mais sont également créés San Juan, Santiago del Estero, Santa Fe et... Londres. Et c'est en 1776 que la vice-royauté de Rio de la Plata est créée. Et à peine créée, ils veulent déjà leur indépendance. Ça va vite. Après avoir repoussé l'invasion anglaise, mais bon après il faut les comprendre les Anglais, hein, il y a quand même Londres dans le pays, une suite d'événements va conduire l'Argentine à lancer une révolution. La vice-royauté est renversée, les révolutionnaires se divisent en deux camps, mais c'est finalement Revelcio Antonio de Posadas qui sera nommé directeur suprême des provinces de Rio de la Plata, un titre très démocratique. Ensuite, le pays va changer de constitution, il y a plein de guerres civiles. Bon, basiquement, c'est très instable comme plan. L'Argentine sait pas vraiment sur quelle politique elle va compter pour se développer et prospérer. Tout le monde n'est pas d'accord, et à l'époque, quand on n'est pas d'accord, on se fait un peu la guerre, parce que généralement, ça calme un peu tout le monde. C'est Bartolomé Mitre qui va devenir le premier président de l'Argentine à poser les bases de ce que doit être une Argentine moderne. Une économie libérale et une politique de l'immigration qui accueille à bras ouverts. Et c'est là que le succès va vraiment commencer. Espagnols et Italiens se ruent en Argentine et le pays devient une terre d'exil comme les USA et la richesse est même multipliée par 15 dans les années 1900 avec 62% des ouvriers nés à l'étranger, notamment en Europe. Le taux d'alphabétisation est de 65%, ce qui pour l'époque est vraiment pas mal. L'exportation du blé passe de 100 000 tonnes à 2 millions de tonnes en 40 ans. Le PIB augmente, le pays s'urbanise, quitte à dégager les populations autochtones qui... Attendez. C'est pas cool ça, non? Eh bah ouais, hein, car qui dit économie libérale dit aussi des excès de cette même économie libérale. Ce qui fait que l'Argentine est le premier pays d'Amérique latine où un syndicat sera créé. Avec une grève générale en 1902, le pays essaye de lancer des réformes sociales mais ça suffit pas, et plusieurs manifestants et grévistes seront tués par la police durant l'année 1919. Hop, 1919. On n'a même pas parlé de la Première Guerre mondiale. Il se passe quoi? Bah en fait, l'Argentine s'en fout un peu de la Première Guerre mondiale. Ou alors non, hein, parce que ça lui permet de faire son beurre grâce à l'exportation, il y a moins de concurrence, il y a surtout plus de demandes. Par contre, pour la Seconde Guerre mondiale... Ouais, alors la Seconde Guerre mondiale, c'est à partir de ce moment-là où l'Argentine va commencer à... puer. Bon déjà, coup d'état du camp conservateur, parce qu'il en fallait quand même un. Et c'est le début de ce que les historiens appellent la décennie de l'infâme, carrément, avec des dictatures qui se succèdent. D'abord avec José Félix Uriburu, destitué par une élection accusée de fraude durant laquelle Agustín Pedro Rusto est élu. Renversé par une autre fraude de Roberto Marcelino Oritz qui dit que ok, j'avoue, j'ai triché, mais je suis quand même un démocrate. Bon, au final, Marcelino Oritz fera des réformes pour rendre la démocratie plus juste, avant d'être remplacé pour cause de problèmes de santé par Ramón Castillo,
qui lui n'en a absolument rien à faire de la démocratie. Et c'est là que ça commence à être difficile. Mais parce que là c'était facile en fait. Au début l'Argentine est neutre, mais c'est alors qu'un coup d'état éclate, parce qu'il en fallait quand même un autre, hein, et c'est Arturo Rawson, un Argentin pro-nazi, qui prend le contrôle du pays. Pendant 3 jours. Tu es nul Arturo. Nul. Après ce coup d'état, il y a un autre coup d'état, et c'est Pedro Pablo Ramirez qui prend le pouvoir. Un autre gars pro-nazi qui reste président pendant 1 an, avant de céder le pouvoir à son poulain, Julián Farral. Farral subira de nombreux coups de pression de la part des États-Unis pour déclarer la guerre à l'Allemagne. Et c'est grâce à ces coups de pression que l'Argentine entrera en guerre contre l'Allemagne en 1945. Il était temps. La dernière défaite allemande sera fêtée dans les rues de Buenos Aires ou Buenos Aires, ça dépend si vous êtes une horrible personne ou pas, sachant que quelques mois auparavant, les USA et le Brésil avaient envisagé la possibilité de bombarder l'Argentine si le pays était resté neutre. S'ensuit alors la présidence d'une des personnes les plus importantes pour l'histoire de l'Argentine, Juan Perón. Juan Perón, à la base, c'est un militaire qui a passé une bonne partie de sa vie en Italie. Et il se dit que ce serait sympa d'exporter le modèle fasciste italien, et ce serait une bonne idée pour l'Argentine. C'est pour ça qu'il propose au pays une politique fasciste, mais sans les erreurs de Mussolini. Alors, jusque-là, c'est là vraiment nul à chier. Mais en fait, ça va. À part ce discours hyper lunaire, hein, le péronisme, c'est le suffrage universel, c'est la hausse des salaires, c'est la création du salaire minimum, c'est la création d'un régime de retraite, c'est la nationalisation des banques, c'est le repos le dimanche et c'est les congés payés. Oui, donc effectivement, c'est le fascisme, mais sans les erreurs de Mussolini. Donc, sans le fascisme en fait. Une période heureuse qui ne durera pas longtemps, car un énième coup d'état fait que Perón est obligé de quitter le pays et de s'exiler en Espagne. Ça crée une période d'instabilité en Argentine jusqu'à la création d'une dictature militaire dans les années 70. Dictature qui va aller jusqu'à éliminer les anciens chefs d'État d'Amérique latine opposés à cet autoritarisme, soutenu par les États-Unis quand même. Dictature qui sera renversée par une guerre aussi anecdotique que spectaculaire, la guerre des Malouines entre l'Argentine et le Royaume-Uni, deux nations qui n'auraient jamais dû se rencontrer. En fait, les petites îles de merde là, c'est les Malouines, et les deux pays en revendiquent la possession, et ils sont pas d'accord, alors c'est la guerre. Au final, c'est le Royaume-Uni aidé par la France et les USA qui remportent la guerre face à une Argentine affaiblie, même si cette guerre c'était un peu comme deux aveugles qui se battent pour une paire de lunettes. Un processus de démocratisation du pays est lancé, dans lequel l'armée ridiculisée n'est pas incluse, et encore aujourd'hui, l'Argentine est un pays miné par de nombreuses instabilités démocratiques. 5 fois plus grande que la France, l'Argentine a une géographie très variée, mais heureusement pour moi, très simple à expliquer. Déjà, c'est pas un pays très large, hein, il est surtout très long. Arrêtez de rire! Au centre, c'est la Pampa, avec surtout des terres agricoles. Après, il y a les grosses montagnes des Andes, le désert de Gran Chaco, la jungle tropicale de la Mésopotamie, la forêt de la Patagonie australe, ainsi que la Patagonie tout court et ses glaciers. En fait, l'Argentine, c'est un peu la carte du royaume champignon dans Mario. Forcément, tous ces paysages, ça implique des climats assez différents, selon les endroits où vous êtes bien sûr. Par exemple, dans la partie polaire, il fait froid, et dans la partie aride, il fait chaud. Dingue, pas vrai? Pour relier tous ces territoires, l'Argentine dispose d'un réseau d'autoroutes très populaire dans le pays, mais aussi un réseau de bus qui relie toutes les régions entre elles, avec des services comme des couchettes pour les longs trajets, là où le réseau ferroviaire est plus limité, desservant surtout les grandes villes. Mais en Argentine, il y a aussi une faune très variée. Le puma, par exemple, hein, qui est juste un gros chat sauvage un peu vénère, et qui est un peu le symbole du pays également. Il y a aussi des toucans, des jaguars, des manchots ou des tatous, qui est un animal que vous avez tous oublié. Une nature menacée par le dérèglement climatique, d'autant plus que la fonte des glaciers entraîne une élévation du niveau de la mer. Ça libère aussi des maladies contaminant l'eau et met en danger les populations locales, la diversité du territoire et les animaux comme le tatou, que vous avez encore oublié. Ils vous détestent. Le tango. C'est l'Argentine qui a créé le tango. Vous savez là, le tango là, cette danse que votre pote fait le mercredi soir là, ce même pote qui fait du sport, qui est végétarien, qui a les yeux bleus, qui joue de la guitare et qui fait du bénévolat. Je le déteste! Mais l'Argentine, ce n'est pas que des danses, hein, c'est aussi de la gastronomie, comme avec les empanadas, un genre de grosses ravioles croustillantes avec plein de trucs à l'intérieur, ou encore le dulce de leche, qui est certes une chanson de trio, mais aussi un dessert argentin à base de lait et de sucre. Et sachez que votre pote qui fait du tango pour draguer votre crush qui tombera ensuite dans ses bras, ne fait pas que du tango, non, il boit aussi du maté. Le secret de votre pote, c'est qu'il pète dans des bocaux après les... Le maté, c'est un thé typique d'Amérique latine, et si chaque pays a sa manière de le faire, c'est surtout le maté argentin qui est connu. En gros, c'est du thé, mais à base d'herbes typiques d'Amérique latine, la verba maté. Une boisson qui aurait des vertus revigorantes, et qui, comme le dit Wikipédia, montre l'hospitalité des gens qui la boivent, à savoir les gauchos. Ah, tout de suite des insinuations. Non. Mais si vous connaissez l'Argentine, c'est surtout pour un truc. Le foot!
Allez, le foot! J'aime tous les sports. Surtout le football. L'Argentine, c'est le foot, c'est totalement le foot. Alors bon, des fois c'est le rugby aussi, mais sinon c'est le foot. Florent aussi. Il aime jouer au foot. Avec des stars comme Maradona, Messi, ses 3 coupes du monde gagnées et son équipe nationale avec des joueurs comme Messi, Di Maria, Lavezzi, Lo Celso, Tagliafico. Ouais, Tagliafico. Pourquoi ils ont que des noms italiens en fait? Et ben en fait, comme une très grosse partie de la population argentine, beaucoup de joueurs de foot sont d'origine italienne. Après la très grosse migration européenne qui a eu lieu durant le XXe siècle, il n'est pas rare de croiser des Argentins avec des noms italiens ou même allemands. Et encore aujourd'hui, l'Argentine a une culture et une architecture très européenne. Un état d'esprit et une sociologie qui transparaît beaucoup dans l'équipe d'Argentine, et pour vous le montrer, je vais vous montrer aussi quelques images d'autres équipes de foot d'Amérique latine. Ça c'est l'équipe de foot de Colombie, ça c'est l'équipe de foot du Brésil, ça c'est l'équipe de foot de l'Équateur, ça c'est l'équipe de foot du Pérou, et ça c'est l'équipe de foot de l'Argentine. Vous voyez le problème? Alors maintenant je vais vous montrer cette photo de Lavezzi qui a signé un contrat avec le Guangzhou Evergrande, une équipe chinoise. Vous voyez le problème maintenant? Exactement. On va parler de racisme. Sachez que 97% de la population argentine est blanche, ce qui en fait le pays le plus blanc du continent, mais ce chiffre ne vient pas de nulle part. La population noire en Argentine représente entre 0 et 2% de la population, le fruit d'une volonté des idéologues argentins de créer un pays de blancs, une invisibilisation qui a été reconnue en 2006. Les Afro-Argentins sont marginalisés, de même que toutes les autres ethnies non blanches. Un état d'esprit qui a entraîné une polémique footballistique chez des joueurs de foot argentins, qui ont chanté un chant raciste contre l'équipe de France de foot. Une polémique que les joueurs argentins ont refusé d'excuser, prétextant une différence culturelle, parce qu'en Argentine, se moquer des noirs c'est normal. Et ne rigolez pas, hein, c'est pas une blague, c'est littéralement le cas, hein, se moquer des noirs c'est normal en Argentine. Le terme negros est utilisé en Argentine pour parler des salariés exploités dans les entreprises, même quand ils sont blancs, mais aussi des autres peuples d'Amérique latine qui ont une part importante de personnes amérindiennes, comme la Bolivie ou le Paraguay par exemple. Bref, en Argentine, être noir, c'est être pauvre ou ne pas faire partie du pays. Et pourtant, la culture africaine a fortement influencé le pays, comme par exemple avec le tango en fait. Mais aussi des propos de l'argot de Buenos Aires, ou Buenos Aires si jamais vous êtes bizarre. Et pourtant, l'invisibilisation des personnes noires a fortement contribué à la montée du racisme en Argentine, jusqu'à sa banalisation. À un point où ça frise le ridicule, hein. Par exemple, tous les portraits du premier président du pays, Bernardino Rivadavia, le représentent comme blanc, alors que sa mère était noire. Même les métis sont invisibilisés. Une stratégie évidemment politique. Et mais oui, c'est le moment. Dans l'histoire du pays, 3 partis dominent. La proposition républicaine à droite, l'Union civique radicale à gauche et le parti justicialiste au centre. Parti justicialiste créé par Juan Perón, dont on a déjà parlé, et qui a gouverné le pays pendant 15 ans avec la famille des Kirchner. D'abord, il y a eu Néstor Kirchner de 2003 à 2007, puis sa femme, Cristina Kirchner, qui a repris le flambeau de 2007 à 2015, avant de devenir la vice-présidente du pays entre 2019 et 2023. Et entre-temps, un nouveau parti a fait son apparition, celui de l'actuel président argentin, le parti de la Liberté Avance de Javier Milei. Et si jamais vous ne connaissez pas Javier Milei, sachez que vous n'êtes pas prêt. Vraiment pas. Javier Milei, c'est lui, là sur l'image, il a été élu président de l'Argentine s'appuyant sur l'idéal de l'anarcho-capitalisme. En voilà un mot compliqué, qu'est-ce que c'est l'anarcho-capitalisme? Alors, vous voyez les lois qui empêchent les riches de faire n'importe quoi avec leur argent, et bah l'anarcho-capitalisme, c'est dire que ces lois en fait, c'est nul, ça sert à rien, et ce serait vachement mieux si le pays en fait c'était une sorte d'entreprise dans laquelle n'importe qui peut faire son business dans son coin, et que en fait l'économie de marché c'est en fait la loi du pays, c'est aussi la loi du plus fort d'ailleurs. Et en gros, il n'y a pas de social, il n'y a pas d'aide, non, vous vous démerdez. Mais du coup, est-ce que cette politique fonctionne? Alors, la pauvreté en Argentine a augmenté de 10% depuis son élection. Donc bof. Mais ça n'a pas empêché le journal du dimanche, fier média de Vincent Bolloré, de lui demander comment redresser la France, avec son célèbre slogan « Viva la libertà, carnajo !» que le média a traduit en « Vive la liberté, bon sang !» Alors que bon, carnajo, ça veut quand même vachement dire putain. Et d'ailleurs, durant son élection, entre 2 apparitions avec une tronçonneuse ou en cosplay de capitaine ANCAP, et con lui, hein. Javier Milei a aussi promis la suppression des aides sociales et des ministères non régaliens, la fin de l'éducation gratuite, et déclare que le dérèglement climatique est une invention socialiste. Fort de sa croyance anarcho-capitalisme, il veut la liberté totale des marchés et a déclaré être favorable au commerce des organes, des enfants et la privatisation des rues. Durant sa présidence, il a affirmé que la femme du Premier ministre espagnol était corrompue, que le président colombien était un assassin et que le pape est un fils de pute.
Mais tous les ados de 17 ans un peu edgy sur Twitter qui n'ont jamais ouvert un bouquin d'histoire vous diront que c'est le meilleur président du pays, principalement parce qu'il énerve les gauchistes. Comme quoi être le meilleur président du pays, ça tient un peu de choses. ¡Hija de puta, la concha tu madre! Dès le début de son élection, le président Milei lance de grosses économies en privatisant les entreprises, en allégeant le droit du travail et avec la fin des accès à internet nationaux pour utiliser seulement Starlink de Elon Musk. Rien ne va dans la phrase. Il décide aussi de lancer la fin de l'encadrement des loyers et des primes de licenciement, permettant de créer un excédent budgétaire, tandis que le pays crève de faim à cause de la pauvreté. Vous vous rappelez des bus qui sont très populaires en Argentine? Et bah depuis l'élection de Javier Milei, le prix du ticket de bus a augmenté de 250%. Le prix du lait et de la viande les rendent inaccessibles à une grosse partie de la population, étant donné que 57% d'entre eux vivent sous le seuil de pauvreté. Il y a aussi des distributions sociales alimentaires qui sont lancées par des associations, mais ces distributions sont attaquées par le gouvernement, parce que le gouvernement est contre les aides sociales, et ils obligent les organisateurs à arrêter la distribution de ces denrées, même si les gens crèvent la faim, et ils les obligent aussi à laisser une tonne de nourriture pourrir dans des hangars sans que personne ne puisse les utiliser. Ah, l'extrême droite. On n'a jamais essayé. Pourquoi pas? Le pays est d'ailleurs très miné par divers groupes de pression, notamment celle de l'église catholique, qui a tenté d'empêcher l'adoption de l'avortement dans le pays, ainsi que divers groupes d'extrême droite antisémites, malgré leur dissolution en 2009. Mais l'Argentine c'est pas qu'une politique de droite, c'est aussi une économie libérale internationale avec le Mercosur. Le Mercosur, je sais pas. Le Mercosur, oui maintenant j'ai décidé c'est Mercosur, tu vas faire quoi en fait? Le Mercosur c'est un groupe économique de plusieurs pays d'Amérique du Sud pour permettre le libre-échange. Parce que le libre-échange c'est cool. Et l'Argentine est même l'un des principaux fondateurs. Le but du Mercosur, c'est de permettre la libre circulation des services, l'harmonisation des législations et le rapprochement des politiques économiques. En gros, pensez Union Européenne, mais à l'échelle de l'Amérique latine. Et c'est ça qui rend l'Argentine assez paradoxale. C'est à la fois un pays très miné par l'instabilité interne, mais c'est aussi un des principaux moteurs économiques du continent. C'est, avec le Brésil, la plaque tournante de l'Amérique du Sud, et un des pays les plus influents à l'international au sein de cette région, ce qui lui permet de peser sur ses partenaires continentaux, mais aussi ailleurs. Tout ça pour dire que l'Argentine c'est un chouette pays. Même si là, il faudrait quand même un autre coup d'état, je pense.